Bonjour, je vais vous lire aujourd'hui un livre que je viens de finir, celui-ci, Tant que nous sommes vivants, de Anne-Laure Bondoux. Et c'est un roman de jeunesse. Cette autrice, j'ai lu différents livres d'elle et à chaque fois j'ai adoré. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas lu, parce que je les lisais plutôt pendant mon adolescence. Et je trouve que ce livre est vraiment très bien. C'est comme un conte initiatique. Et je vais vous lire le résumé. Il y a aussi quelques phrases de l'autrice que je vais vous lire. Donc voilà comment se présente la 4e de couverture. Tant que nous sommes vivants, Beau et Ama travaillent dans la même usine. Elle ouvrirent de nuit et lui de jour. Dès le premier regard, ils tombent follement amoureux. Un matin, une catastrophe survient et ils doivent fuir la ville dévastée. Commence alors pour eux un fabuleux périple à travers les territoires inconnus. Un grand roman d'aventure en forme de conte moderne, rare, puissant, hypnotique. Voici les quelques phrases d'Anne-Laure Bondoux. Dans ce roman, mes personnages perdent sans cesse quelque chose ou quelqu'un. Un amour, une croyance, une illusion. Rien n'est plus douloureux. Et pourtant, ils se relèvent, ils avancent, et ils découvrent que la douleur peut se transformer en force. Comme dans la vie. Anne-Laure Bondoux. J'aime bien la couverture, on dirait des ombres. On voit une usine, la ville, le chemin, la nature, deux personnages qui courent main dans la main, un aigle ou un rapace, toujours les deux personnages, petite maison, un grand paquebot, travail du feu, une mine peut-être. J'ai adoré ce livre pour plein de raisons et je trouve qu'il est fort en émotion, que peut-être il y a un rythme, je trouve, dans les livres jeunesse qui est bien plus rapide que dans les livres pour adultes, je trouve, où il peut y avoir plus de descriptions, de temps de respiration. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre avec un peu un rythme effréné, si ça se tient. Et en même temps, je trouve qu'il est très philosophique. Enfin, il est très particulier comme livre, je trouve. Il m'a marqué et je pense que j'avais envie de vous le lire parce que j'ai envie de le conseiller et d'avoir des retours aussi de d'autres personnes qui le lisent. Voilà. Donc dites-moi si ça vous plaît. Je vais lire les premiers chapitres et je verrai si... parce que comme j'ai pas les droits d'auteur, peut-être que je pourrais pas tout lire. Mais dans tous les cas, je pense qu'il peut se trouver en bibliothèque. Enfin, c'est une auteure tellement connue qu'ils peuvent se trouver assez facilement. Et puis il est en version poche. Il se lit facilement. Bref, disons que j'ai beaucoup aimé. On va commencer.
Tant que nous sommes vivants, alors on loue. Citation. Aux ouvrières et aux ouvriers de ma famille, aux générations de femmes et d'hommes dont je suis née. Là, pour le coup, c'est une citation de Sandro Veronesi, extrait du livre, je pense, Terrain vague. Un feu brûlant vous brûle, mais un feu éteint ne vous éteint pas. Prologue. C'est parti. C'est parti. Nous avions connu des siècles de grandeur, de fortune et de pouvoir. Des temps héroïques où nos usines produisaient à plein régime, où nos villes se déployaient jusqu'au pied des montagnes et jetaient leurs ponts par-dessus les fleuves. Nos richesses se débordaient, alors de nos maisons, gonflaient nos yeux, nos ventres, nos poches, tandis que nos enfants, à peine nés, étaient déjà rassasiés. À ce moment sublime de notre histoire, nous n'avions peur de rien. Autour de nous, des plaines fertiles s'étendaient à perdre de vue. Nos drapeaux flottaient, conquérants, au sommet des hautes tours que nous avions bâties, et aveuglés par l'éclat de notre propre triomphe, nous avions la certitude que chaque pierre posée demeurerait là pour l'éternité. Mais un jour, les vents tournèrent, emportant avec eux nos anciennes gloires. Des sommes colossales se mirent à changer de main, 1000 fois par seconde. Les empires que nous avions crus immuables s'effondrèrent, tandis que d'autres s'engendraient loin de nos frontières. Dans une accélération imprévue, la fortune que nous pensions acquise nous échappa. Nos villes, autrefois si grasses, devinrent sèches et laides. Les unes après les autres, nos usines cessèrent de produire, précipitant sur les routes des armées d'ouvriers aux mains vides. Dans les ports, dans les gares, nos cargaisons et nos trains restèrent à quai. Nos banques fermèrent, puis ce furent nos petits commerces, nos grands hôtels, nos stades, nos théâtres. Bientôt, nos enfants eurent faim, et comme chacun redoutait de perdre le peu qui lui restait, la peur nous enveloppa de son haleine glaciale. Plus de drapeaux, plus de désirs, plus de rêves, le feu qui nous avait habités s'était éteint, et notre communauté se replia sur elle-même. Une époque nouvelle commença. Un temps sans panache ni projet, où plus personne, pas même le vieux Melchior, ne devinait l'avenir. Nous attendions quelque chose, mais nous ne savions pas quoi. Ceux qui travaillaient encore se levaient chaque matin, aussi fatigués que la veille, et s'endormaient chaque soir sans révolte. Tels des bêtes engourdies par le froid, nous retenions notre souffle et les battements de nos cœurs. Nous ne vivions plus qu'à moitié. Pourtant, au milieu du renoncement général, certains eurent l'audace de tomber amoureux. Les plus fous d'entre eux s'aimèrent. Beau et Ama furent de ceux-là. Les témoins de leur rencontre s'en souviennent, demandez-leur. Ils vous raconteront alors l'étrange impression qui s'empara de tous, lorsque Beau entra, un matin d'hiver, dans la salle des machines. Fin du prologue, première partie. Chapitre 1. Le bruit et le silence. La sirène venait de retentir, annonçant l'aube. 100 ouvriers, hommes et femmes, s'apprêtaient à prendre leur poste, tandis que 100 autres, qui avaient travaillé la nuit entière, quittaient lentement leur machine. Notre usine, la dernière en activité à des milliers de kilomètres à la ronde, fabriquait du matériel de guerre. Il y régnait un bruit permanent. Poutrelles de métal qu'on cogne, qu'on perce, qu'on coupe, grincement des treuils et des palans, souffle des pneumatiques et bourdonnement des moteurs. Tout cela se répercutait contre les piliers qui soutenaient l'immense voûte de la salle des machines. Dans quel but travaillons-nous ? Pour quelle guerre ?
nous l'ignorions. Nous obéissions seulement à des règles confuses, offrant la force de nos bras à d'invisibles capitaines d'industrie qui ne parlaient pas notre langue. Seul comptait le salaire que nous touchions à la fin de la semaine. Ama faisait partie de l'équipe de nuit. Le visage gris de fatigue, les mains raides, la nuque douloureuse, elle venait d'enlever ses gants et son casque de protection quand Beau s'avança dans l'allée centrale entre les rangées de meuleuses et les laminoirs. Elle resta figée tandis qu'il marchait vers elle, massif, avec cette démarche nonchalante qui ne nous était pas encore familière. Embauchés la veille, nous apprendrions plus tard que Beau venait du nord, d'une de ces communautés de forgerons que le manque jetait sur les routes. Quand ils furent face à face, le vacarme sembla s'atténuer, comme si la neige avait soudain recouvert les fours, les ponts roulants, les poches à couler, les extrudeuses. Plus personne ne poinçonnait, plus personne n'ajustait ni ne soudait, nous avions du coton dans les oreilles. Sous nos yeux, leurs mains se frôlèrent. Un sourire d'enfant illumina le visage de Ama, et un frisson secoua la grande carcasse de Beau. Nous aurions juré assister à des retrouvailles. Cela ne dura qu'un instant, quelques secondes fragiles, gracieuses, volées à l'entêtante nécessité de l'usine. Mais cela suffit à nous rappeler une chose essentielle. Le feu qui brûlait dans le ventre de nos fourneaux brûlait encore dans nos veines. Contrairement à ce que nous croyions, nous n'étions pas morts. Beau et Ama se revirent ainsi chaque matin, au moment du changement d'équipe. À peine la sirène retentissait-elle que Beau pénétrait sous la voûte avec ses outils et son casque. Il courait presque. Aussitôt, Ama se tournait vers lui, ouvrant les bras pour l'accueillir, et la fatigue de la nuit s'envolait. Leurs visages rayonnaient, nous en restions éblouis. Le premier dimanche où on les aperçut ensemble, c'était le long du fleuve, sur la promenade. Sous un ciel lessivé par les pluies, ils marchaient main dans la main, elle toute petite contre son épaule. Un chien errant leur avait emboîté le pas. Ils riaient. À leurs gestes, on devinait sans peine qu'ils avaient passé la nuit dans le même lit et à leurs yeux qu'ils n'avaient pas beaucoup dormi. On les revit le dimanche suivant sur la grande place, toujours suivis par ce chien errant, un petit roquet couleur charbon à qui il manquait une oreille. Un vent de nord givrait les flaques. Le matin même, on avait ramassé 2 types congelés sous un porche. Pour se tenir chaud, la plupart des ouvriers de l'usine s'étaient rassemblés dans les cafés qui bordaient la place, coude à coude au comptoir. Et ça buvait des canons, ça jouait aux cartes, ça lançait des paris et des fléchettes sur le mur du fond. À travers la vitrine, dans un monde à part, Beau et Ama couraient. Libres, tête nue, ils avaient converti la grande place en terrain de jeu, sans se soucier du froid ni du vent. Ils tournoyaient, s'enlaçaient, se séparaient avant de s'étreindre encore, tandis que le chien cavalait de l'un à l'autre en jappant. Le manteau sombre de Ama semblait danser avec l'anorak rouge de Beau. À un moment, on vit Beau escalader le socle de la statue érigée au milieu de la place. Ama s'était arrêtée. Elle l'observait. Cette statue, à laquelle personne ne prêtait plus attention, représentait un cavalier en armes, un général quelconque, assis sur sa monture, sabre au clair, et recouvert depuis longtemps d'une solide couche de fiente. Agile et souple, Beau grimpa jusqu'au sommet. Là, il se mit debout et, en équilibre sur les épaules du général, les mains en porte-voix, il cria le nom de Ama dans les bourrasques. On l'entendit jusqu'au fond des cafés, malgré le bruit des percolateurs et des pompes à bière. On l'entendit jusque dans nos os. « Ama! Ama !» Elle, toute menue, les joues brillantes, sautillait de plaisir au pied de la statue. Soudain, il perdit l'équilibre. Elle bondit en tendant les bras vers lui, comme si elle avait pu, avec son corps d'oiseau, amortir la chute d'un costaud pareil.
Beau se rattrapa au sabre du général et se balança un instant dans les airs, malicieux, avant d'éclater de rire. Vexé, Ama grogna et fit mine de bouder. Mais les fâcheries des amoureux ne durent pas. Celle-ci passa, aussi brève qu'une ondée de printemps. Enfin, Beau se décida à descendre. On le vit glisser doucement le long de la pierre grise, et l'éclat de son anorak fit une larme rouge sur la joue du cheval. C'est alors que le vieux Melchior, qui buvait un boc au comptoir, sentit ses yeux piquer sous la broussaille de ses sourcils. Il toussa, il cracha et tapa le sol avec sa canne. 2 fois. Un silence inquiet plana sur la salle. Pendant un instant, les joueurs de fléchettes n'osèrent plus bouger. « Arrête ça, Melchior !» gronda le patron du café. « La dernière fois que tu nous as annoncé une catastrophe, il s'est rien passé de pire que d'habitude. » Il se pencha vers le vieux et lui servit une autre bière. « Viens pas gâcher notre dimanche, leur commanda-t-il. C'est tout ce qui nous reste. » Melchior posa sa canne contre le comptoir. Ses yeux perdirent tout éclat. Les picotements disparurent, mais ses mains tremblaient quand il voulut saisir son boc. On l'entendit murmurer. D'abord le bruit, ensuite le silence. L'un révèle l'autre. Vous verrez. Puis il se tourna vers la vitrine, avec son air de sphinx, et il resta là, à contempler le ciel poudreux. Quand Beau et Ama quittèrent la grande place, la nuit tombait, l'air était violet. Le lendemain, l'usine assoupie ronflerait de nouveau, pompant notre air et notre sang. Une brume de tristesse tomba sur les buveurs. Certains se mirent à fredonner des chansons sentimentales, en regrettant de ne pas avoir eux aussi un amour à partager. En ces temps troublés, nous n'étions plus habitués au bonheur, à peine capables d'en rêver. C'est peu après que Titine Grossepatte décida de rouvrir son cabaret. La patronne n'était plus toute jeune et son établissement, fermé depuis au moins 10 ans, aurait eu besoin d'un sacré coup de peinture. Mais la Titine avait conservé les sens des affaires. Flairant notre envie de nous divertir, elle passa la serpillière, secoua les tapis, rembourra quelques fauteuils, rappela une poignée d'artistes au chômage et fit savoir que le Castor Blagueur accueillerait la clientèle chaque jour de la semaine, de 19h jusqu'à l'aube, thé dansant le dimanche après-midi. L'information fit le tour de l'usine en un clin d'œil. Dès le premier soir, les ouvriers et les ouvrières de l'équipe de jour se bousculèrent dans la petite rue pavée à l'entrée du Castor. Beau, qui venait de laisser Ama seul devant sa machine, se traîna avec les autres jusqu'à la devanture, histoire de dire. Il supportait de moins en moins les longues séparations, ces semaines entières sans Ama, et le lit vide où il se réfugiait en attendant le dimanche pour, enfin, se pelotonner contre elle. Il avait demandé au contremaître s'il était possible de changer d'équipe, mais les règles de l'usine n'étaient pas faites pour plaire aux amoureux. Voilà ce qu'on lui avait répondu. Il se traînait donc, morose, les mains dans les poches, quand 2 de ses camarades le tirèrent par la manche. « Allez, Beau, viens, on va s'amuser. Ama ferait pareil si elle pouvait. » Selon son habitude, Beau souriait, mais avec cet air absent qu'il avait désormais lorsqu'il était loin d'elle. « Merci les gars, mais j'ai pas envie, je préfère rentrer à la... » « T'as qu'à rester juste un petit peu, le coupanès. Un plat chaud, un boc, puis après t'es libre. Libre comme l'oiseau, confirma Malaki. Pose tes fesses par là et arrête de soupirer. » Ness et Malaki avaient pris Beau en amitié. Pas question de le laisser seul avec son cafard. Sans lui donner le temps de finir sa phrase, ils le poussèrent derrière l'étenture du Castor Blagueur. Beau était de toute façon trop épuisé pour résister. Il se serra donc entre ses copains sur une banquette au cuir craquelé, tandis que 3 bocs atterrissaient sur le guéridon en formica. N'ayant jamais mis les pieds dans un cabaret, là d'où venait Beau, il n'y avait rien pour se distraire, il observa la salle avec curiosité. C'était un lieu étroit et chaleureux, éclairé par un lustre antique qui se balançait dans les courants d'air en menaçant d'arracher la moitié du plafond. Les lattes du parquet grinçaient sous les pas des serveuses. 4 ou 5 danseuses à la retraite venues donner le coup de main à Titine
et qui chaloupait au milieu des tables bancales. Des affiches punaisées au mur, des photos d'acteurs aux dents trop blanches, des plantes en pot et tout au fond, un rideau flasque dissimulant une scène de la taille d'un mouchoir de poche. « Ah, Titine grosse patte !» cria quelqu'un par-dessus le brouhaha des conversations. Beau imita Ness et Malaki qui levaient leurs bocs, et toute la salle trinqua gaiement à la santé de la patronne. « Titine, Titine, Titine !» scandèrent des anciens en frappant de leurs mains. La patronne ne se fut pas priée bien longtemps. Un rond de lumière s'élargit sur la scène et l'ombre d'une silhouette apparut derrière le rideau. Quand il s'ouvrit, Beau comprit pourquoi Titine Grosse-Patte avait hérité d'un si curieux surnom. Plus fardée qu'au cirque, vêtue d'un manteau de fourrure, une femme sans âge entra dans la lumière. Ses jambes étaient gainées d'épaisses structures métalliques articulées aux genoux et qui lui donnaient la démarche d'un automate. Elle souriait, pareille à une reine saluant la foule du haut de son balcon. « Ah, mes cocos chéris !» s'exclama-t-elle d'une voix rauque. « Vous m'avez bien manqué. Vous pensiez qu'on m'avait fichu à la morgue avant l'heure ? Eh bien non. La Titine est increvable, mettez-vous ça dans le crâne. » En guise de preuve, elle leva une de ses jambes et fit quelques pas d'un French cancan mécanique qui déclencha un tonnerre de rire dans la salle. « Mes cocos chéris, je vous ai préparé des réjouissances, reprit-elle. Alors, soyez les bienvenus au Castor, oubliez vos soucis et ouvrez vos mirettes. » Sous les applaudissements, elle fit une révérence grotesque avant de disparaître en coulisses. Beau resta bouche bée. À ce qu'on raconte, lui expliqua Malaki, elle était acrobate quand elle était jeune. Trapéziste, précisa Ness, le nez dans sa bière. On l'appelait la tsarine. L'impératrice des airs, fit Malaki en levant un doigt vers le plafond. Un jour, son partenaire n'a pas réussi à la rattraper, expliqua Ness. Après ça, la tsarine est devenue Tétine Grosse-Patte. Beau posa ses grandes mains de travailleur à plat sur ses cuisses et tenta d'imaginer ce que ça lui ferait de perdre l'usage de ses jambes. « Hé, fais pas cette tête, Coco chérie, rigola Ness. Bois un coup et profite. » Il désigna la scène où venaient d'apparaître deux types couverts de paille, vêtus de salopettes boueuses et munis de fourches. Deux hommes strictement identiques, qui se tenaient au garde-à-vous face au public avec des têtes ahuries. Ils avaient déployé une bannière contre le mur du fond, sur laquelle on pouvait lire en lettres brillantes « Les frères Siam, paysans illusionnistes ». « On va rire », souffla Ness à l'oreille de Beau. Beau resta au Castor blagueur jusqu'au milieu de la nuit. Quand il rentra enfin chez lui, le ventre plein et l'esprit troublé par la bière, il avait l'impression d'avoir fait un voyage dans un monde parallèle. Car là d'où il venait, personne ne marchait sur les mains et personne n'avalait son chapeau en faisant des claquettes. Il se coucha tout habillé sur le lit et fixa le plafond en essayant de se remémorer ce qu'il avait vu pour ne pas en oublier une miette. Il finit par s'endormir, le sourire aux lèvres, comme un tout petit enfant, tandis que la voix rauque de Titine Grosse-Patte l'accompagnait dans ses rêves. « Bonne nuit, mes cocos chéris !» Quelques heures plus tard, les yeux encore gonflés de sommeil, il alla prendre son poste à l'usine. Le baiser rapide qu'il échangea avec Ama laissa sur ses lèvres un goût plus amer que jamais, et lorsqu'il la vit s'éloigner vers le vestiaire, il crut que son cœur quittait sa poitrine. Il voulut crier son nom, mais déjà le bruit des meuleuses envahissait la salle et l'usine vibrait à la cadence des marteaux-pilons. Beau enfonça son casque sur ses oreilles et se mit à chanter en espérant couvrir le vacarme. Mais rien à faire, le cœur de l'usine battait plus fort que celui des amoureux. Le dimanche venu, Beau fit de son mieux pour décrire à Ama les numéros du cabaret. Il commença par sauter, tout nu, à travers la chambre, en essayant de s'habiller aussi vite que Pan et Blanc, les deux transformistes. Il tenta de reproduire les contorsions de la môme guimauve, les pas de danse et les pitreries du ventriloque bretelle. Il esquissa le French cacan de Tétine Grosse-Patte,
Il mima les figures ahuries des jumeaux illusionnistes et finit par casser 3 assiettes en voulant imiter la jongleuse naine. Assise au bord des draps, Ama criait « Bravo !» en pleurant de rire. Il n'empêche que ça n'avait pas le même charme. « J'aurais tant voulu que tu sois avec moi pour voir ça !» soupira Beau en revenant se blottir contre elle. « Ce n'est pas juste. » Il embrassa ses joues, son front, sa bouche, puis se tourna vers le plafond. Ama se pencha au-dessus de lui. Pendant un moment, elle regarda passer les idées noires sur le front de Beau. Elle avait, elle aussi, quelque chose à lui raconter, mais elle voulait choisir le bon moment. Là, ce n'était pas le bon moment. « Et si tu m'emmenais au thé dansant ?» proposa-t-elle. « Au moins, je verrais la salle. Et la nuit, quand je serai seule devant ma machine, je pourrais t'imaginer là-bas avec Ness et Malaki. Qu'est-ce que tu en dis ?» Beau la dévisagea. La beauté et la jeunesse de Ama méritaient tellement mieux que le bruit assourdissant de l'usine. Leur amour méritait tellement plus que ces heures volées. Pour la première fois de sa vie, Beau se sentait en désaccord avec ce qu'on lui avait appris dans sa communauté. Couler le métal, mouler, fondre, calciner, tremper, emboutir des tôles, des billettes, des poutres. 3 petits points. Il n'avait plus envie de travailler 6 jours sur 7. Ses grandes mains d'ouvrier aspiraient à fabriquer autre chose que des pièces pour des engins de guerre. Elles avaient envie d'apprendre à jongler, à faire virevolter des kilomètres de rubans multicolores, à faire naître des papillons. Et plus que tout, ses mains désiraient parcourir, sans fin, les paysages inscrits sur le corps de Ama. Elle lui passa la joue et murmura « À moi de te montrer un tour de magie !» Elle agrippa l'édredon sur lequel ils étaient enlacés et d'un geste théâtral tira dessus. Et hop, fit-elle en jetant tout par terre. Elle bondit sur le plancher en tirant Beau par la main. « Allez, viens, on va pas passer notre dimanche à regarder le plafond. J'ai envie de danser. » Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On est page 30. Et à bientôt pour la suite si ça vous plaît. Dites-moi. J'espère que ça vous a donné l'eau à la bouche. Au revoir, bonne journée. Ou bonne nuit. J'espère que ça vous a relaxé. Et je vous dis à bientôt.